Une des figures les plus éminentes de la pensée contemporaine, Claude Lévi-Strauss, est né en 1908. Après avoir passé l'agrégation, il décide d'abandonner la philosophie et de quitter la France pour se lancer dans l'aventure ethnologique. Il part pour le Brésil en 1935 et pendant 3 ans, il parcourt de vastes territoires pour rencontrer les tribus indiennes de l'Amazonie. Il fait le récit de ses expéditions dans Triste Tropique, ouvrage qu'il a rendu célèbre auprès d'un public qui dépasse largement le cercle des spécialistes. Viennent ensuite des analyses de la mythologie ou des représentations religieuses des peuples sans écriture, et bien d'autres travaux qui lui ont valu une reconnaissance internationale. Mais ce sont surtout ses réflexions théoriques qui ont influencé plusieurs générations de chercheurs. Comment fonctionne une société, qu'est-ce qu'une culture, et plus généralement, comment travaille l'esprit humain. Claude Lévi-Strauss a essayé de donner des réponses à toutes ces questions à partir de son expérience d'ethnologue. Nous avons demandé à 6 témoins d'évoquer ce qu'a représenté pour eux l'œuvre de Claude Lévi-Strauss, qui commentera l'image de lui-même qui lui est ainsi renvoyée. Je n'ai pas le sentiment d'avoir, moi, en tant que personne, exercé une influence. Après tout, il y a un certain nombre de livres ou d'idées qui ont passé à travers moi, mais dont j'ai été le support en quelque sorte anonyme. Et si ces idées ont frappé tel ou tel, s'ils en ont retenu quelque chose, eh bien j'en suis très heureux, mais je ne m'en attribue absolument pas la propriété ou la responsabilité. Ces réflexions à Claude Lévi-Strauss seront faites par Jean-Pierre Vernant, helléniste, professeur honoraire au Collège de France, Jacques Le Goff, historien du Moyen-Âge, professeur à l'École des hautes études en sciences sociales, Pierre Bourdieu, sociologue, professeur au Collège de France, André Comte-Sponville, philosophe, chargé d'enseignement à la Sorbonne. Michel Tournier, écrivain. Et Luc Deheusch, ethnologue, professeur à l'Université de Bruxelles. Je suis africaniste. J'ai travaillé à la fin de l'époque coloniale au Zaïre, qui était alors le Congo belge, après avoir été l'un des derniers élèves de Marcel Griaule à la Sorbonne. Alors, mon terrain ne m'a pas enthousiasmé extraordinairement parce que je n'ai pas retrouvé les grandes constructions symboliques merveilleuses que Marcel Griaule nous annonçait dans son cours. Et je ne savais pas très bien comment manipuler les informations que j'avais obtenues dans une tribu du nord du Kasaï, les Tetela Amba, qui étaient davantage préoccupés de la circulation des biens de prestige, de la compétition pour le prestige, que de savants calculs métaphysiques. J'étais donc un petit peu déçu lorsque, en rentrant du terrain vers 1955, j'ai découvert Lévi-Strauss. J'ai découvert l'œuvre de Lévi-Strauss. Je n'avais lu que très distraitement les structures élémentaires de la parenté avant mon départ en Afrique, et j'ai lu avec ravissement, j'ai découvert avec ravissement Triste Tropique. Alors j'ai suivi pas à pas l'œuvre extraordinaire de Lévi-Strauss et je m'en suis fait un petit peu le défenseur lorsque l'œuvre commençait à peine à pénétrer dans les milieux ethnologiques français, non sans résistance d'ailleurs, comme vous le savez. C'est à ce moment-là que je me suis dit, après avoir lu le premier volume des mythologiques, je me suis demandé si la méthode qu'il proposait et qu'il avait appliquée largement au domaine indien, puisque Lévi-Strauss est avant tout un américaniste, si cette méthode d'analyse ne pouvait pas nous donner un certain nombre de clés pour comprendre la pensée symbolique africaine. Et c'est à ce moment-là, étant donné que j'étais bantouiste, que j'avais commencé mes recherches dans le domaine bantou, que j'ai ouvert le vaste dossier des mythes et des rites bantous. Et je suis parti vraiment dans cette exploration sans idée préconçue. Je ne me suis pas dit, je vais appliquer la méthode de Lévi-Strauss et je vais arriver à un résultat. Je me suis dit, essayons. Et j'ai commencé par prendre
un texte, le texte de fondation du royaume Luba en Afrique centrale, au Zaïre. Fidèle à la méthode de Lévi-Strauss, j'ai pris en considération toutes les variantes de ce mythe, bonnes ou mauvaises, sans me demander d'ailleurs si elles étaient bonnes ou mauvaises. J'ai suivi l'adage de Lévi-Strauss, dans lequel un mythe est la totalité de ses variantes. Et brusquement, la lumière s'est faite. Je me suis aperçu que ce récit pseudo-historique reconstituait de toutes pièces l'univers contenait l'univers mythologique des Luba. Ces grands mythes africains visent à fonder une histoire, ce qui n'est pas du tout le cas des mythes américains auxquels j'ai eu affaire. De sorte que Luc Deusch, avec beaucoup de raison, a été conduit à infléchir, si je puis dire, ma méthode, dans un sens qui l'a rapproché de celle de Dumézil, pour qui, à propos précisément des grands mythes de Rome, la configuration était un petit peu la même. Le problème pour moi était dans quelle mesure ce que, je dirais volontiers, cette espèce de révolution que Lévi-Strauss a accomplie dans la lecture, dans la façon de lire les mythes amérindiens, pouvait me servir dans mes mythes grecs. Et en effet, ils pouvaient me servir. Et ils m'ont servi, c'est-à-dire que un des premiers textes que j'ai publiés dans le recueil qui s'appelle Mythes et pensées chez les Grecs, ça s'appelle Le mythe hésiodique des races, essai d'analyse structurale. Essai d'analyse structurale, ça veut dire que je me référais là tout à fait ouvertement à une voie que Lévi-Strauss avait ouverte et que, au lieu de procéder comme beaucoup d'hellénistes avaient pu le faire, en essayant de dater exactement telle ou telle tradition mythologique, de voir dans quelle mesure on pouvait l'expliquer par des antécédents orientaux, parce qu'on retrouve tel ou tel détail. C'est pas du tout cela. Je prenais l'ensemble du texte et j'essayais de mettre en lumière ses articulations fondamentales et le code sur lequel il repose. Et en ce sens, j'étais dans une ligne qui était une ligne lévi-straussienne. Dans une ligne lévi-straussienne, avec bien entendu une différence. Une différence, c'est que, en tant qu'helléniste, ce à quoi j'ai affaire, toujours, ce sont des textes écrits, qui sont par conséquent des œuvres. Hésiode, c'est une œuvre. Alors on peut discuter de savoir si l'ensemble de l'œuvre est du même auteur, à quoi correspond cet auteur, sa datation, mais pour nous, nous avons un texte qui forme un tout, qui est une théogonie, qui est un grand mythe de mise en ordre du monde, un mythe qui raconte comment l'ordre auquel nous assistons aujourd'hui ne s'explique qu'à travers les